Donc, je me suis présentée tout à l'heure quand j'ai pris la parole. Donc, je m'appelle Blandine Quentin. Je suis la responsable donc de l'équipe installation-transmission à la Chambre d'agriculture. Donc, je suis accompagnée de Estelle François. Bonjour. Voilà, la responsable du pôle collectivité auquel de nombreuses collectivités ont affaire. Donc, il y a également autour de nous Patricia Martin, conseillère en prévention des risques professionnels de la mutualité sociale agricole. Et donc, nos deux témoins qui vont pouvoir pallier donc, à ce webinaire. Voilà pour le confort de tous, et le bon déroulement du webinaire. Je vais suivre, dès lors qu'on échange avec, Estelle pour les temps de parole, pour que tout le monde puisse s'exprimer à travers donc, le chat, ou les gestes. Et je vous invite, si vous avez des questions, à ne pas hésiter à les poser et on fera le relais chacune, toutes les 2 pour que vous puissiez, vous exprimer et poser des questions. Estelle, est-ce que tu veux reprendre la main? Tout à fait. Donc, rapidement, vous présenter un petit peu le contexte de la naissance de la plaquette installation-transmission. Donc, normalement, vous y avez tous accès, via un lien dans les invitations qu'on vous avait envoyées. Donc, on a donc le rapport du RGA est sorti en 2020, sur l'année 2020. Donc, on a eu une information sur la France entière, 30% de la population des exploitants agricoles qui aura passé l'âge de la retraite d'ici 2030. Donc, ça avait fait grand bruit dans la presse et c'est des données qui sont valables en Île-de-France avec des zones où on a même jusqu'à 50% d'agriculteurs qui sont concernés, avec des risques qu'aujourd'hui on mesure sur la question de la perte de résilience alimentaire, puisqu'on a, et on va le voir aussi, un sujet sur la question de la transmission de ces exploitations, un ralentissement économique, puisqu'on parle aussi d'entreprises agricoles, donc d'entreprises qui sont installées sur le territoire et qui participent au tissu économique, et un changement aussi du paysage local, puisque nos fermes participent aussi à la création et l'entretien de nos paysages. Voilà, donc toutes ces questions qu'on a résumées sur une slide, on avait, nous, en tant que pôle collectivité, énormément de questions des collectivités, que ce soit communes ou EPCI, nous demandant un petit peu qu'est-ce qu'on faisait, nos chambres aussi. On a des initiatives aussi qui sont apparues. Donc l'objectif, c'était de dire, on va commencer par présenter le dispositif aujourd'hui sur l'installation-transmission tel qu'il existe, avec le réseau de partenaires qui l'anime. Et donc on a créé cette plaquette. Je te laisse passer la slide, s'il te plaît. Elle est là. Voilà. Donc, normalement, vous avez tous eu l'occasion de la découvrir, ou sinon, on vous invite à aller la redécouvrir. Et là, on va vous présenter rapidement quelques informations sur le dispositif installation et transmission, sachant que le but, c'est pas d'être exhaustive, c'est voilà, de vous en présenter les grands axes et les domaines, les questions d'importance, en fait, qu'on priorise, nous, quand on accompagne des porteurs de projets ou des cédants. Hop. Donc, pour repréciser, donc, le rôle de la Chambre d'agriculture en région Île-de-France dans le processus d'installation agricole. On a un rôle d'accueil et d'information des porteurs de projets, collectifs, individuels, dans le cadre de la labellisation par l'État. Donc, on est le seul dispositif avec le point accueil et installation à pouvoir accompagner par l'État avec une prise en charge de l'État les porteurs de projets, que ça soit donc l'écoute, le conseil, les orientations. Orientations par exemple technico-économiques, les orientations pour trouver des stages. On s'appuie donc, les conseillères installation de l'équipe, elles s'appuient sur les experts métiers, c'est-à-dire, des conseillers agronomiques, des conseillers de gestion, des partenaires d'autres, structures. Par exemple, on retrouve, la S77 et on retrouve par exemple aussi, le Crédit Agricole. Voilà, on a tout un travail autour de la réalisation de la préinstruction. Donc on est, la chambre d'agriculture, elle est souvent, identifiée sur la préinstruction des dossiers, d'aide à l'installation, puisque c'est une de nos missions de service public, mais c'est pas la seule. Et notre rôle aussi, il est majeur dans l'analyse et l'étude de la durabilité de l'installation. C'est-à-dire que, quand on demande les aides à l'installation, il y a des critères d'éligibilité et des points d'alerte qui sont demandés. Et donc, notre rôle aussi, c'est d'assurer, que l'installation, elle, présente au moins les caractères d'être une installation pérenne, que ça soit sur, le volet social, que ce soit sur le volet économique ou sur le plan technique. Un petit rappel, donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, parler d'installation, dès le point de départ. Donc le point de départ pour un porteur de projet, c'est vraiment le point accueil installation.
C'est ce qui est attendu, notamment quand des dossiers peuvent être présentés lors des commissions d'orientation, donc les CDOA, à l'échelle départementale. Ça peut être aussi demandé par les banques et dans tout dispositif d'aide. Donc c'est participer à une réunion collective et ils leur remettent à ce moment-là un autodiagnostic. L'objectif, c'est que le porteur de projet il puisse prendre du recul sur son projet. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui me manque? Quels sont les atouts de mon installation? Quelles sont mes contraintes? Est-ce que mon projet il s'insère en Île-de-France? Parce qu'on est souvent aussi, du fait de l'urbanisation, on est souvent aussi un tremplin pour les porteurs de projets qui souhaitent s'installer, par exemple, dans d'autres régions. Notre objectif aussi, c'est que le porteur de projet il puisse mettre aussi les informations sur les délais, le foncier, qu'est-ce qu'il a besoin et comment on peut l'accompagner. Voilà. Et la deuxième étape, donc, ça va être la rencontre avec la chambre d'agriculture. Et, et donc à ce niveau-là, nous, on intervient avec un entretien individuel qui dure 2 heures. Et donc dans ces 2 heures, c'est vraiment un conseiller technique et un conseiller d'installation. Et l'objectif, c'est de ressortir avec un plan d'action et des préconisations. Donc, j'ai pas de foncier, j'ai pas encore de financement, je manque d'expérience. Comment je peux être aiguillée? Et donc, le rôle de la chambre d'agriculture, c'est de proposer des pistes. Et le porteur de projet décide de prendre, par exemple, plutôt que de faire une formation, il va se lancer dans une formation plutôt diplômante ou une formation technique. Finalement, il va vouloir renforcer par un stage. Voilà, c'est vraiment un plan personnalisé qui est commenté à 3. Le rôle de la chambre d'agriculture à ce niveau-là, c'est d'évaluer les compétences qui seront nécessaires à mettre en œuvre avant de s'installer. Par exemple, savoir lire une analyse économique, être en capacité de comprendre pourquoi c'est important de choisir si on s'installe en société ou si on s'installe en individuel. Les répercussions que ça peut avoir sur le patrimoine privé, par exemple. Voilà. Notre objectif, c'est vraiment qu'avant et après, chaque porteur de projet qui décide de s'installer puisse avoir un maximum d'informations, mais les informations qui le correspondent, et toujours en vue d'une installation sereine, c'est-à-dire le volet économique est primordial. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc l'installation aidée, elle joue un rôle clé aussi pour la chambre d'agriculture. On a tout d'abord un rôle d'informateur pour tous les demandeurs d'aide à l'installation. On a un rôle de préinstruction, c'est-à-dire qu'on reçoit, on reçoit les dossiers d'aide à l'installation et on les examine. On en dresse une préconisation avec un avis argumenté qu'on dépose au conseil régional. Puisqu'aujourd'hui, donc, la dotation jeune agriculteur a évolué depuis 2023 et elle se prénomme AIJA, donc aide à l'installation jeune agriculteur. Et donc, c'est le conseil régional Île-de-France qui est autorité de gestion et cofinanceur. Voilà, il faut savoir actuellement que les aides à l'installation, ça peut aller jusqu'à 84 000 € de manière individuelle. Et donc la mission de préinstruction, elle va pas seulement au dépôt du dossier, mais elle se suit pendant les 4 ans après l'installation. Voilà, c'est vraiment un suivi jeune installé. Voilà, donc l'installation aidée, je vous avais mis donc ça va de 20 000 à 84 000 € et beaucoup d'entre vous connaissent déjà les critères pour les aides à l'installation, mais j'en vous en ai mis quelques-uns. Donc avoir 18 ans et maximum 40 ans lors de la phase d'aide. Il faut s'installer pour la première fois comme chef d'exploitation et c'est reconnu donc notamment via une attestation MSA. Il est demandé d'avoir la capacité professionnelle agricole, même si des dérogations existent à cas exceptionnels, c'est vraiment de toute façon, tout est à voir avec le conseil régional. Et il faut avoir démarré le dispositif à l'installation, donc le point accueil installation et le suivi avec la chambre d'agriculture. Enfin, simplement pour vous rappeler, donc l'approche en transmission, la chambre d'agriculture, elle agit de manière collective et individuelle. C'est-à-dire que pour les agriculteurs, elle va pouvoir de manière collective informer les agriculteurs via des réunions. Ça peut être des réunions sur les réunions de transmission qu'on organise en novembre. On en organise 5 sur l'ensemble du territoire francilien. Mais ponctuellement, on peut être amené à organiser des événements. Par exemple, on avait organisé avec Patricia Martin, qui est avec nous aujourd'hui, une réunion l'année dernière
sur la transmission d'un point de vue social, puisque c'est des choses qui ne sont pas forcément évoquées en général. La chambre d'agriculture, elle accompagne aussi en individuel à travers des points accueil transmission. C'est-à-dire que on fait un point avec un cédant et on décide donc à l'instant T des démarches, quelles sont les démarches réalisées, quelles sont les démarches qui sont à faire et quel appui et comment il peut transmettre. La chambre d'agriculture, elle est aussi connue pour réceptionner les déclarations d'intention de cessation d'activité agricole. Alors même si le nom il est un peu plus long, en fait c'est un CERFA d'une page avec une demande de l'État que les agriculteurs puissent remplir ce document et émettre leur ambition de retraite. L'objectif, c'est de voir le nombre d'agriculteurs qui souhaitent partir à la retraite dans les prochaines années. On demande normalement de remplir ce document 3 ans avant. Enfin, la chambre d'agriculture, elle accompagne les agriculteurs à trouver un repreneur, donc avec un outil national qui est utilisé par toutes les autres chambres. Et donc, ça s'appelle le répertoire départ à l'installation. Et donc, chaque année, on met en relation environ 5 agriculteurs et cédants. Et on a en général donc 12 annonces en ligne et à peu près 50 porteurs de projets qui sont intéressés pour du foncier. Et enfin, je voulais vous montrer, les démarches, à anticiper pour les agriculteurs, hein. Pour vous montrer un petit peu, ces démarches, elles sont valables, pour les agriculteurs, et également pour une personne qui envisage de transmettre son activité, puisqu'elles se regroupent pas mal, avec, hem, une entreprise globale. Donc, les démarches liées à la cessation d'activité, ça commence 5 ans avant avec le bilan de la MSA et les premières questions, ça va être: «Est-ce que j'ai un repreneur identifié et quelle transmission? Est-ce que je veux transmettre mon entreprise en état? Est-ce que j'ai envie de transmettre, mon entreprise via une EARL? Est-ce que j'ai envie de rester à l'intérieur?» Et donc toutes les modalités, de la transmission, elles vont être pensées dès ce moment-là. Et donc, tout le reste des étapes, c'est ce qu'on décline lors des réunions de transmission, auprès des agriculteurs. Et donc ces, réunions, elles sont, multipartenariales et on les réalise donc avec, les centres de gestion, la MSA, la SAFER. L'objectif, c'est vraiment d'informer, les agriculteurs sur l'ensemble des démarches et de pouvoir répondre à leurs questions, tout en proposant une approche, courte et au plus près. Puisque du coup, on est, comme je vous le disais, du coup, on est vraiment sur l'ensemble du territoire avec, la possibilité d'être, à Villers-le-Sec, Magnanville, Chailly-en-Brie, Lemay-sur-Seine et Étampes. Et chaque année, on essaye de changer les lieux pour pouvoir sensibiliser, encore plus d'agriculteurs. Et enfin, donc je me suis présentée tout à l'heure, mais je voulais vous présenter un petit peu, l'équipe avec lequel, on accompagne, les agriculteurs. Donc, au sein de mon équipe qu'on retrouve donc ici, on a, Camille et Solène qui s'occupent vraiment de l'installation et de la transmission au plus proche des agriculteurs et Sophie qui est spécialisée en transmission, qui accompagne sur toute l'Île-de-France, les agriculteurs. Et hem et donc on accompagne, aussi, les exploitants sur le domaine, par exemple, des thématiques un peu plus variées comme, la formation. Voilà, je ne sais pas si vous avez, déjà des questions, si Estelle, tu vois, quelques questions? Ben, alors, sauf s'il y a des questions sur, vraiment ce qu'a expliqué Blandine à l'instant. Merci beaucoup Blandine. Je vous propose qu'on passe au témoignage, de monsieur Pett et de madame le marié. Mais, comme ça après on se réserve vraiment un temps de réflexion, à l'issue des témoignages de nos agriculteurs. Voilà. Donc, je vois pas de main qui se lève a priori. J'ai pas vu de questions dans le chat donc, bah, monsieur Pett, à vous l'honneur. Bonjour à tous, Jean-Claude Pett, j'étais jusqu'en 2023 polyculteur éleveur en Seine-et-Marne, à côté entre Nantes. Il y avait 240 hectares de polyculture, il y avait une centaine de vaches laitières et un atelier de transformation fromager. C'était une structure un peu compliquée à faire accéder, donc Excusez-moi, très monsieur Pett, je suis oui. désolée, je vous interromps, mais parce qu'en fait, on vous entend pas très bien.
Est-ce que c'est possible peut-être de rajuster le micro? Je ne sais pas. Et non, je peux enlever mon casque, ça devrait aller. C'est comme vous voulez. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, c'est parfait. C'est beaucoup mieux. Merci. Donc l'exploitation comprenait en fait 3 ateliers de production, un production végétale sur à peu près 200 hectares, une production de lait avec 100 vaches laitières qui utilisait à peu près 40 hectares de notre SAU, et un atelier de transformation à la ferme où on transformait à peu près 400 000 litres de lait par an. Comprenons que pour commencer, on avait 3 enfants dont aucun n'a souhaité reprendre l'exploitation. Et donc, on s'est très vite dit qu'il fallait trouver des solutions pour pouvoir céder. Très en avance sur la cession globale de l'exploitation, on a commencé par céder l'atelier de transformation à un artisan. On a fait ça en 2015, donc 8 ans avant, parce qu'on voyait bien que c'était un truc compliqué. À l'époque, il y avait 9 salariés sur l'exploitation, 3 sur l'exploitation agricole, 6 plus nous qui étions à la fois sur toutes les structures. C'était un vrai challenge de trouver quelqu'un. Ça a déjà été compliqué comme ça. Heureusement qu'on avait... malheureusement, bon, l'atelier de transformation a fermé au moment où on a cédé le reste de l'exploitation. Mais bon, après, c'est une autre histoire. Mais le fait est qu'on avait déjà commencé par céder une partie. Ensuite, moi, j'ai eu un gros problème de santé. J'ai été en invalidité totale à partir de 2017. Il a fallu, enfin voilà, on a compensé et on s'est dit à ce moment-là qu'il fallait absolument céder l'exploitation. Dans un premier temps, enfin, tant que j'ai été en arrêt maladie sans être en invalidité, je ne pouvais pas trop faire quoi que ce soit. Mais dès 2020, 2019-2020, on a cherché à céder l'exploitation. Et donc, on a mis 3 ans à céder l'exploitation. On a mis... Enfin, on avait inscrit notre exploitation au répertoire de la Chambre. Ça ne nous a pas véritablement envoyé de candidats. La difficulté était en fait pas tellement de céder l'exploitation, parce qu'une exploitation de polyculture, ça se cède facilement. La difficulté était ma volonté de préserver l'élevage dans la structure. J'étais président des producteurs de lait, j'étais très impliqué dans la production laitière, et je ne voulais pas que l'élevage disparaisse au moment où j'arrêtais. Donc, on a rencontré des gens qui venaient parfois d'assez loin et qui étaient intéressés, mais qui, en fait, à bien y réfléchir, se sont dit qu'en attendant un peu, ils trouveraient une exploitation plus proche de chez eux. Donc, trouver un repreneur en élevage laitier en Seine-et-Marne, ça a été un peu mission impossible. Bon, il faut dire que l'exploitation dans son ensemble, production laitière plus production grande culture et les bâtiments d'exploitation, ça représentait un capital qui était quand même très élevé, et ça faisait un engagement important, et la difficulté a quand même été de trouver les gens qui avaient l'emprise financière pour pouvoir reprendre les actifs. Je parle bien d'actifs, hein, je parle pas d'une reprise ou de quoi que ce soit, je parle de la vente des actifs à leur prix d'actifs. D'autant que bon, sur une exploitation laitière, il faut que l'exploitant habite sur place. Donc, dans les actifs, il y avait également la maison d'habitation. Donc, la difficulté a été de trouver des gens. J'ai eu des visites de gens qui cherchaient des terres. J'ai eu des visites de gens qui cherchaient un élevage, mais des visites des gens qui cherchaient une exploitation comme la nôtre, avec une grosse surface de polyculture plus les vaches, c'était extrêmement compliqué. Il a fallu en fait que je fasse l'entremetteur entre les deux, entre quelqu'un qui cherchait un élevage et quelqu'un qui cherchait une exploitation céréalière. J'ai réussi
en définitive, a trouvé un jeune éleveur, un très jeune éleveur, qui avait 23 ans quand il est arrivé, qui venait des Pays-Bas, qui était très motivé par la production laitière, mais qui était dans son pays un peu rattrapé par des considérations agroécologiques où il y a une partie des terres qui sont reconverties et renaturées. Lui, il avait des terres en polder qui ont été pour lesquels l'État lui a fait comprendre qu'il était hors de question de continuer à les exploiter et qu'il faudrait qu'il réduise son exploitation. Donc voilà, il a cherché une échappatoire. Et c'est comme ça qu'il est arrivé chez nous en disant qu'il était très intéressé par l'élevage, mais qu'il ne voulait pas s'encombrer de toutes les terres. Donc j'ai réussi à trouver dans le même temps un céréalier qui venait d'assez loin, mais qui était d'accord pour garder l'élevage et avec qui on a réussi à faire un montage. Donc aujourd'hui, il y a deux structures, deux SCEA, avec un système d'assolement en commun, une fourniture des aliments par le céréalier à l'exploitation laitière et en échange avec de la paille et du fumier. Enfin voilà, c'est un système qui est un peu compliqué et ça n'a pas simplifié la vie. Donc voilà, on a mis globalement 3 ans à trouver. Alors je pense que dans la difficulté, il y avait quand même le montant global des capitaux à reprendre, qui ont été un frein très important. Et je sais pas comment on peut sortir de cette spirale. Alors bien sûr, les aides qui sont les aides de la région, ça aide beaucoup. Entre nous soit dit, mon repreneur des Pays-Bas est arrivé avec un diplôme agricole des Pays-Bas qui lui donnait le droit de s'installer aux Pays-Bas. Voilà. Mais il n'a pas eu le droit aux aides à l'installation parce qu'il n'était pas diplômé français avec une équivalence française sur sa formation. Je trouve ça un peu dommage, dans la mesure où il reste 40 producteurs de lait en Seine-et-Marne, que le jour où on trouve un repreneur, on puisse lui chercher des poux et pas l'aider à s'installer. J'ai trouvé ça un peu dur, hein. Mais bon, voilà. J'ai fait plein de démarches auprès de l'ADRIAF, auprès de tout le monde, mais on n'a pas trouvé de solution. Que dire d'autre? Je ne sais pas. Je pense que je vais laisser Justine nous parler de son installation. Et puis, si vous avez des questions, je serai très content d'y répondre après. Merci. Alors du coup, moi, je me suis installée en avril 2024, à 24 ans, sur une exploitation en polyculture bio de 80 hectares. Et donc, à côté, je suis encore double actif, salarié agricole sur la ferme de mon père, qui est lui-même agriculteur. Et l'exploitation que j'ai reprise est hors cadre familial. Donc moi, j'ai repris mon exploitation, ma cédante, en fait, louait déjà les terres à Île-de-France Nature. Donc moi, j'ai pu reprendre cette exploitation-là. J'ai eu la chance d'avoir affaire à Île-de-France Nature parce que du coup, c'était une chance pour moi parce que on va dire que le prix de cession était assez abordable. Là-dessus, c'est un gros avantage de passer par ce genre de dispositif, que de passer justement par des exploitants agricoles, où pour le coup, c'est vrai que les actifs comme l'a dit Monsieur Pett juste avant, les actifs peuvent représenter une très grosse somme et ça peut être trop compliqué à reprendre parfois parce que quand on a 20, 25 ans, 30 ans, mettre plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est parfois trop compliqué. Et donc le fait d'avoir affaire à une collectivité qui a pu du coup me transmettre l'exploitation, ça a été très avantageux, très intéressant pour moi. Et donc du coup, je suis beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement rentable, ce qui est pas négligeable. Donc du coup, moi, pour mon installation, je suis passée par le dispositif de la chambre, par le parcours d'installation. Et donc ce parcours, il a duré 1 an. 1 an où en fait, finalement, on pense pouvoir toujours aller plus vite. Au final, on peut pas griller les étapes. Il faut respecter les étapes bien comme il faut. Et c'est assez intéressant parce qu'on rencontre finalement tous les partenaires tout au long du dispositif. Des partenaires qui sont primordiaux parce qu'on rencontre les banquiers, les assurances, la chambre, bien évidemment.
Et finalement, ce parcours, ça peut parfois apparaître pour beaucoup de personnes assez contraignant, mais à mon avis, pour ce qu'on a à la clé, c'est rien du tout. On a quand même une certaine somme d'argent qui n'est pas négligeable et qui nous permet de pouvoir vivre la première, deuxième, voire jusqu'à la troisième année comme ça. Parce qu'il faut savoir quand même que, alors en grande culture en tout cas, on va semer, en automne, on va récolter donc 8, 9, 10 mois plus tard, les céréales et on peut vendre parfois, qu'en octobre qui suit, quoi. Donc parfois un an après et donc il faut pouvoir vivre pendant cette année-là et souvent la première année, donc le revenu des récoltes, il sert à payer tout ce qui a permis, à l'installation et donc le dispositif de la chambre est plus que nécessaire, je pense, mais nous permet de vivre pendant les premières années, mais au final, à la fin, il faut quand même que la ferme soit viable et ça c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Il me semble que, on doit pouvoir se tirer et ça Blandine peut-être me confirmera, on doit pouvoir se tirer un revenu, agricole à partir de la quatrième année et je pense que si on n'est pas capable de ça, effectivement, l'exploitation, ne pourra pas durer après dans le temps. Voilà ce que je peux dire. Je sais pas, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Donc je confirme simplement, merci beaucoup Justine et merci beaucoup monsieur Pets. Donc en fait, pour l'installation des tout à fait, il y a des critères de revenus. Et selon la modalité d'installation, parce qu'en fait, on peut croiser des personnes qui veulent devenir agriculteurs à temps plein et des agriculteurs qui prônent plutôt pour une installation secondaire avec une activité à côté. Mais dans ces cas-là, par exemple, pour une installation à titre principal, c'est-à-dire agriculteur à temps plein, il est attendu minimum un SMIC pour la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, du moment qu'on est engagé dans le dispositif des aides. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans le témoignage de Monsieur Pett et de Madame le marié, c'est on a d'un côté un parcours de cédant qui est original dans le sens où on a ce choix quand même de séparer l'exploitation en deux pour faciliter la reprise. Aujourd'hui, alors ça existe que depuis l'année dernière, je crois, mais la région a mis en place justement un chèque cédant, donc un montant qui est accordé pour des cédants qui acceptent de séparer leur exploitation. Ce qui va, dans certains cas, et quand c'est fait, quand c'est maîtrisé, permettre de faciliter la reprise. Je te laisse me compléter, Blandine, si besoin. Oui, tout à fait. Donc, la région a mis en place une aide pour les cédants. Et en fait, ça s'appelle donc le dispositif du renouvellement avec une cooptation. Et donc, l'objectif, c'est un repreneur puisse s'installer avec, on va dire, une forme de tuilage avec un cédant. Et donc, le cédant gagne une subvention à hauteur de 30 000 euros dès lors qu'il l'aide. Donc, voilà, la durée est d'à peu près d'un an. Et l'objectif, c'est qu'il y a des phases à respecter tant sur la transmission que sur le volet d'installation. Par exemple, les rendez-vous à faire ensemble pour l'étude économique, le prévisionnel, le bilan comptable. Mais l'objectif, c'est de pouvoir favoriser l'installation et mettre en avant aussi et donner un coup de pouce aux agriculteurs qui partent à la retraite. Il Est-ce faut qu'il y a pour cela des... que le repreneur soit éligible aux aides. Non, pas besoin. Pas besoin? Non, il n'y a pas besoin qu'il soit éligible aux aides à l'installation. Par contre, il ne faut pas avoir pris sa retraite. Il faut vraiment être agriculteur au moment où on dépose le dossier pour l'aide cédant. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui a été présenté ou c'est le moment aussi de poser des questions Ah, Anne-Sophie. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui autant de porteurs de projets que de cédants en Île-de-France? Blandine, elle est pour toi la question. Alors déjà, on est une région où il y a énormément une population urbaine très importante. Et en fait, l'agriculture, elle a pris aussi on va dire
une poussée avec le Covid, puisqu'en fait, beaucoup de gens ont eu vocation en fait, de développer un projet agricole. Et donc, c'est vrai, on rencontre énormément de porteurs de projets. L'agriculture, ça fait pour beaucoup de porteurs de projets, donc on est aussi sur personnes parfois à reconversion, ou des jeunes simplement qui vraiment ont le cœur qui balance pour l'agriculture. Et, euh, et donc, à cette échelle, on est amené à rencontrer un peu plus de monde, parfois pour des projets qui vont aller vers d'autres régions. On en a beaucoup. Et parfois, en fait, comme c'est vraiment le démarrage d'une idée, puisqu'en fait, au point accueil installation, on reçoit à peu près 250 à 300 personnes par an. Et sur ces personnes-là, avec les aides à l'installation, on en installe à peu près 70 par an. Et la mutualité sociale agricole estimait avec l'État, au dernier recensement général agricole, qu'il y avait à peu près, voilà, à peu près le même nombre de départs que d'installations. Et c'est pour ça que les mesures du Conseil régional aident à favoriser au maximum l'installation. Mais ça n'empêche que tout le monde n'est pas voué à s'installer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de porteurs de projets, je dirais même de, de candidats qui ont au départ un projet de s'installer et qui finalement se réorientent pour des projets qui touchent le paysage ou ont une idée mais finalement ont peur de se lancer en tant qu'exploitant agricole parce il faut savoir gérer une entreprise. On a également beaucoup de femmes qui veulent se lancer. Et on en voit beaucoup qui mettent peut-être plusieurs années à monter en compétence sur, par exemple, le volet technique, par exemple, sur la gestion d'une entreprise. Et donc là, par exemple, nous, on est en train d'analyser les données de ces 5 dernières années. Et on voit bien qu'il y a une différence, par exemple, sur les installations des femmes qui sont nombreuses à s'installer autour des 35 ans, après avoir eu une carrière professionnelle totalement différente, et des hommes, par exemple, qui peuvent s'installer directement dès le plus jeune âge. Déjà, on en a plusieurs qui ont 18 ans, qui ont directement volonté d'être agriculteurs, ou d'autres qui vont mettre un peu plus de temps, mais on est sur une moyenne de 29 ans, ce qui est quand même un écart conséquent. Donc on s'est interrogé sur ces questions-là. Mais donc, c'est vrai que dans d'autres régions, ils cherchent beaucoup plus de porteurs de projets, mais on a aussi des porteurs de projets qui peuvent être très exigeants. C'est-à-dire que Monsieur Pett l'a souligné tout à l'heure, mais il y en a beaucoup qu'on rencontre, notamment avec le répertoire départ à l'installation, qui souhaitent une localisation précise. Ils ont acheté leur maison, ils envisagent de s'installer, mais à s'installer dans un rayon de 10 km. Sauf qu'en fait, une exploitation agricole, c'est pas forcément localisé à proximité de chez eux, et donc ça rend aussi difficile la réalisation de certains projets d'installation. Ça, c'est aussi une grosse spécificité de l'Île-de-France, la distance parfois entre l'exploitation, le lieu de vie, et dans certaines zones aussi, un éloignement de certaines parcelles. Et il y a Une circulation ouais, compliquée. il y a quelques semaines, on montrait à l'État, à travers donc les bilans qu'on réalise, que donc chaque année on installe à peu près le même nombre de personnes, mais en fait ces 2 dernières années on a installé des personnes qui ont pris 3 ans pour concrétiser leur projet. Donc en fait ils mettent peut-être plus longtemps à s'installer, faire le point sur leur démarche, vérifier, monter en compétences tant sur le plan technique que économique. Et ils s'installent. Donc là, j'en ai plusieurs. Et donc, en fait, on voit vraiment des profils totalement différents qui peuvent venir d'autres horizons ou simplement des enfants d'agriculteurs aussi qui ont décidé de partir ailleurs. Et puis au moment où, bah tiens, finalement, c'est peut-être mon projet de reprendre la ferme familiale. Donc voilà, c'est assez varié, mais c'est quelque chose aussi qui est à prendre en compte quand on parle d'installation. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qui a été présenté déjà? Alors, je commence par la question de Claire et après je prends celle d'Anne-Sophie. Bonjour, sur le répertoire départ à l'installation, il y a 6 exploitations proposées actuellement. Comment les porteurs de projets trouvent-ils l'information des fermes à reprendre? Alors, ils doivent contacter. Alors, en fait, c'est très important. Les annonces, elles sont anonymes parce qu'en fait, alors il y a quelques années, ça ne l'était pas.
Et en fait, tout le monde, le site est public, donc c'est comme le Bon Coin, tout le monde vient voir l'agriculteur puisqu'il est facilement retrouvable sur Internet. Et donc en fait, la Chambre d'agriculture, elle joue l'intermédiaire. L'objectif, c'est que on a à peu près, chaque année, on a à peu près 8000 visites sur le site des répertoires départ à l'installation pour la région Île-de-France. Et donc nous, on fait le relais, c'est-à-dire qu'un agriculteur va demander, enfin un porteur de projet va demander une demande d'information à, donc notre conseillère transmission. Et l'objectif, c'est qu'elle puisse l'accompagner, vérifier son CV et qu'elle puisse, donc si le cédant est d'accord vis-à-vis du CV transmis, puisse les mettre tout de suite en relation. Voilà, l'objectif, c'est de faire l'intermédiaire, de pouvoir vérifier que la candidature, elle est sérieuse et permettre ensuite la mise en place d'un contact. Voilà. En fonction de la demande du cédant, on peut assister au premier rendez-vous ou simplement faire l'intermédiaire par téléphone ou en vidéoconférence en fonction de la demande. Voilà, c'est un service qui est vraiment gratuit. Et donc, en général, pour une annonce, ça dépend vraiment. En grande culture, comme c'est vraiment l'hectare qui se fait rare, on va avoir beaucoup plus de demandes qu'une ferme, par exemple, en horticulture pépinière euh, ou, par exemple, une ferme en élevage. On aura quelques demandes et donc dans ces cas-là, ça sera vraiment au cédant de toute façon de choisir. Tout en sachant que la SAFER également intervient sur la transmission aussi sur ce volet-là. Merci beaucoup, Blandine. De rien. Anne-Sophie, je t'en prie. Oui, ma question, c'était aussi sur le répertoire départ installation. Le nombre d'annonces par an que vous avez évoqué, finalement, il paraît très faible. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui fait que les agriculteurs s'inscrivent aussi peu au RDI? Alors, à la Chambre d'agriculture, on rencontre à peu près 80 cédants par an qui viennent directement à nous pour faire le point sur les démarches, leurs projets, tout en se rappelant que le recensement agricole général avait mentionné qu'il y avait à peu près 120 à 130 cédants par an en Île-de-France. Sur ces 80 personnes, on a fait des enquêtes, notamment lorsqu'on fait des réunions de transmission en novembre. Et sur la majorité, en fait, ils avaient tous un repreneur identifié ou un repreneur potentiel. Et donc, le répertoire départ à l'installation, il intervient vraiment quand le cédant, il n'a aucune idée. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de mobiliser une annonce. Voilà, il pense. Et il y en a beaucoup. Alors, on a rencontré beaucoup d'agriculteurs qui ont comment dire, des candidats potentiels. Par exemple, ils se disent: «Ah oui, mon cousin, il éventuellement» ou «Bon, dans le pire des cas, peut-être que ma femme, elle peut reprendre. Ah j'ai mon fils qui était peut-être intéressé, c'est pas encore sûr» et donc dans ces cas-là, ils vont pas forcément s'inscrire. Mais en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on passe le message aux agriculteurs d'anticiper les démarches, comme monsieur Pet d'ailleurs. C'est-à-dire que parfois, en fait, ça peut être semé d'embûches et donc ça rend difficile aussi de trouver, si c'est pas sûr, pour un repreneur, hem, si le projet est pas balisé, forcément ça rend difficile, de faire tout au dernier moment et notamment de trouver un repreneur. Voilà, d'où la nécessité d'anticiper les démarches, de pouvoir discuter avec ses proches s'il y a quelqu'un qui envisage de reprendre, et dans ces cas-là, donc la chambre d'agriculture, elle peut tout à fait, intervenir pour le répertoire départ à l'installation. Mais, par exemple là, je vais vous dire, que, les réunions de transmission de l'année dernière, qu'on a fait, la moyenne d'âge, elle était de 60 ans. Et donc, dans mes précédentes diapos, on voyait qu'on commençait les démarches à la transmission, idéalement, on les commence à 58-59 et donc on est déjà, voilà, ils sont déjà bien amorcés dans le processus de la transmission, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui sont en carrière, longue. Donc ils vont peut-être partir un peu plus tôt, à la retraite et donc la majorité qu'on avait rencontrée, ils avaient déjà un repreneur. Alors, je vois le temps qui file. Soit il y a une dernière question.
soit je vous propose qu'on... Ah, et ben voilà, bon, on va prendre la dernière question. Et après, je vous propose qu'on passe à la partie plus, on va dire, dans l'échange, où je vous laisse aussi remonter peut-être des projets ou des choses dont vous avez eu connaissance sur vos territoires. Et on se réserve aussi du temps pour l'intervention de la MSA. Et bien du coup, je vous laisse la parole, Monsieur Jeune. En fait, moi, je me posais la question, du coup, les, donc la démarche, elle est plutôt à l'initiative des cédants. Et j'imagine qu'on a pas mal de cédants qui sont justement, comme on l'a dit, la tête dans le guidon et, qui viennent vers la Chambre d'agriculture peut-être un peu tard ou alors qui n'y viennent pas et qui font une session qui n'est pas forcément favorable pour eux ou autre. Et est-ce que justement ces dents potentielles qui ne prendraient pas cette initiative ont moyen d'être sondées ou est-ce qu'il y a des démarches en ce sens-là qui se font en avance du coup? Eh ben, c'est une très bonne question, mais du coup, je vais vous dire que oui. En fait, on travaille en partenariat, renforcé avec la MSA. Donc, à chaque mois de septembre, on envoie à tous les agriculteurs qui ont plus de 56 ans, sur le territoire, Île-de-France, une notification, donc sur l'importance de remplir le CERFA transmission, avec quelles orientations ils souhaitent partir. Également, une invitation aux réunions de transmission. Donc là, par exemple, en Île-de-France, cette année, ce courrier avec la MSA, donc co-signé par nos deux présidents, donc MSA et Chambre d'agriculture, est parti à 1600 agriculteurs. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser au plus tôt, même si ils commencent les démarches un peu plus tard à la Chambre d'agriculture, qu'ils soient conscients qu'il y a des dispositifs et des personnes qui peuvent les accompagner, que ce soit la MSA ou la Chambre d'agriculture. Et donc, il est parti à la fois par mail et par SMS, puisque du coup, on a pu travailler avec la MSA sur une campagne de SMS. Et du coup, il y a Et de bons retours là-dessus sur, Alors, il y a un taux, oui, donc là, par exemple, sur les 10 cas depuis, donc c'est parti le 18 septembre. Donc là, on a à peu près reçu 15 déclarations d'intention de cessation d'activité agricole, donc le CERFA d'origine, et on a reçu à peu près 60 demandes d'inscription pour les réunions de transmission de novembre. Voilà, tout en sachant que, oui, ça paraît un peu peu, mais après, comme le mail, il part aussi à des personnes qui peuvent avoir 56, 57, 58, qui commencent à se poser la question, mais qui sont pas encore prêts à sauter le pas. Notre objectif, c'est vraiment, avec la MSA, de sensibiliser le plus tôt possible et de toute façon, de renforcer la communication qui va circuler donc à travers l'État, donc la direction départementale des territoires, les départements. Et en fait, l'objectif, c'est que donc là, par exemple, moi, j'ai sollicité, mes collègues, du service agronomie de la Chambre d'agriculture pour qu'ils puissent, aller au plus proche des agriculteurs et relayer, ces informations, auprès des cercles agriculteurs. Et vous m'aviez dit, du coup, l'envoi de ce courrier, c'est tous les combien? C'est tous les ans au mois de septembre. Et c'est à peu près 1600. Alors ça dépend, là c'était, là en fait on avait, regroupé davantage, notamment, les éleveurs, équestres, donc tout ce qui va être, cheval, monde du cheval, mais en général on est sur 1100 à 1200 agriculteurs. Merci beaucoup. Ça fait le lien avec la question qui est dans le chat de Madame Toussaint, aussi, qui nous demande, toujours sur la question des partenaires, si on travaille avec la SAFER sur ce sujet et quel est son rôle. Tout à fait. Donc, la Chambre d'agriculture, elle travaille avec la SAFER régulièrement, que ce soit sur l'installation, puisque vérifier que la personne, par exemple, elle a commencé les démarches, est-ce qu'elle est éligible aux aides à l'installation, comment la Chambre, elle peut l'accompagner, tant sur le projet, mais au-delà des aides à l'installation, comment elle peut évaluer s'il y a des compétences supplémentaires à acquérir sur le plan technique, sur le plan stratégique pour gérer une entreprise avant installation ou après installation. Et donc, on fait le lien et on travaille de manière très croisée avec la SAFER, mais également sur le volet transmission où on peut accompagner différentes fermes
soit sur le répertoire d'épargne à l'installation, soit directement sur les démarches et c'est des fermes aussi qu'on peut retrouver donc lors des réunions de transmission qui sont multipartenariales et donc on fait intervenir, sur le territoire donc les centres de gestion, la SAFER, la MSA, le PAI, le point accueil, installation et donc la chambre d'agriculture qui intervient vraiment sur, les démarches, réglementaires. Mmh. Et sur les transmissions aussi où la SAFER va jouer son rôle de foncière? Oui, tout à fait, avec la cellule foncière, tout à fait. Mmh. Voilà. Et ben, écoutez, je vous propose qu'on passe à la partie plus, un peu retour d'expérience, échange, sur, les projets que vous pouvez avoir sur vos territoires, s'il y a pas plus de questions. Je peux te laisser avancer le PowerPoint, s'il te plaît, Blandine? Oui. Hop. Merci. Voilà. Bah, c'est un peu à votre tour un tour de parole. Alors, avec Blandine, on a juste préparé rapidement un peu un résumé de ce qui a été dit, par Blandine et aussi par nos témoins, agriculteurs cédants et porteurs de projets installés. Donc, on a commencé par résumer un peu les impératifs, techniques et ensuite les impératifs administratifs. L'idée, Donc c'est aussi de voir, ouais, vas-y, Blandine. Donc simplement, pour les impératifs en installation, voilà, on pense souvent, le dispositif d'installation, c'est forcément que aider et en fait non, c'est aussi recommandé pour toute personne qui a envie de s'installer. La chambre, elle est vraiment là pour accueillir tout le monde. Ensuite, l'objectif aussi, c'est d'appuyer le porteur de projet dans la définition de son projet. Quelle culture, quel lieu, quel budget, quel temps consacré, quels investissements? Investissements, je parle aussi d'investissements financiers, mais personnels. Et ce qui est primordial aussi, pour nous, chambre d'agriculture, ça va être, comment on peut, accompagner l'agriculteur, que ce soit sur la consolidation, d'expériences, les compétences, la formation ou le stage, directement chez un agriculteur. Ensuite, les points sur les démarches réglementaires, par exemple, tout ce qui va être, installation, en élevage. Est-ce que c'est, les normes ICPE qui sont respectées? Est-ce que, je vais vendre en circuit court? Est-ce que j'ai une formation sur l'hygiène? Voilà, tout ce qui peut, être lié, aux conditions d'installation et qui dépendent du projet. Voilà. Mmh. Notre objectif aussi, c'est de favoriser aussi un climat favorable pour l'installation et donc évaluer ensemble les aides possibles, la budgétisation du projet et plutôt, avoir une vision, en tout cas, la plus large possible pour aider le porteur de projet. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on est aussi dans cette réflexion? Parce que c'est vrai qu'on parle énormément, business plan, financement, aide depuis le début, mais c'est vrai que c'est important aussi de comprendre qu'on est sur, un type d'entreprise où il y a un investissement très important dès le départ, heu et où derrière, on a vraiment un enjeu à ce que ça fonctionne. Que ce soit pour le porteur de projet, mais aussi pour, les subventions qu'accorde, la région en l'occurrence. Parce que derrière, le but, c'est quand même que cet argent public, serve à accompagner quelque chose qui fonctionne, qui soit pérenne. Et après, c'est aussi dans l'intérêt de l'entrepreneur et de l'humain, homme ou femme qu'il y a derrière le projet, c'est qu'on ait une entreprise qui puisse se développer, qui puisse fonctionner et qui puisse permettre d'apporter, un revenu stable et aussi un volume horaire. On fait attention à ça, même si on sait qu'on est sur des volumes horaires de base assez élevés chez les agriculteurs en termes de temps hebdomadaire, travaillé, on essaye quand même de respecter ça. Et c'est des enjeux qu'on va retrouver particulièrement dans les questions de fermes diversifiées, où dès qu'on développe plus d'ateliers de production ou de transformation ou de vente, on va effectivement en fait, en augmentant le nombre de tâches qu'on va devoir porter, de compétences qu'on va devoir développer, on augmente aussi ce volume horaire. Donc, on fait attention quand on accompagne les porteurs de projets, et je te laisserai compléter, Blandine, c'est quand même beaucoup plus ton domaine. On fait attention justement quand on accompagne un porteur de projet à monter son plan, à ce que ce soit à peu près dans les clous que nous, on s'est fixés en tant que chambre. On accompagne quand même les agriculteurs depuis longtemps. Donc l'objectif, voilà, on a comme ça des connaissances sur les bilans financiers et le crantage à faire pour monter l'exploitation.
Exactement, et donc dans ces cas-là, on aura une attention particulière lorsqu'un porteur de projet se présente à nous, que ce soit, donc pour un dépôt de dossier d'aide ou simplement aussi pour faire le point sur son projet, donc sur, le foncier, le prix à laquelle aussi il achète, la surface, la qualité du sol, est-ce qu'il y a des analyses qui ont déjà été faites? Le bâtiment, l'habitation, le stockage, l'atelier de transformation. On a déjà vu des porteurs de projets qui, avaient déjà leur maison, candidater pour des projets, ou des fermes à plus de 2 heures de chez eux. Et donc par exemple aussi, donc tout ce qui va être aussi business plan, comment on arrive à chiffrer son projet? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais avoir une rémunération? On est, très vigilant à l'accès à l'eau, à l'irrigation, le stockage, l'autorisation de fourrage, le volume de prélèvement, et je mettrai même, tout ce qui va être aussi, plan local d'urbanisme, la possibilité de Mmh. de construire ou non. Ouais. On parle aussi donc, du suivi de matériel agricole. Est-ce que j'ai une autonomie en termes de matériel, les outils liés aux activités diversifiées qu'on peut retrouver, qui peuvent toujours, permettre un développement de l'exploitation, et dans le matériel agricole, on peut aussi trouver, bah, voilà, comment l'entreprise, elle va fonctionner avec, d'autres partenaires, par exemple avec les CUMA. Voilà, la mutualisation, du matériel, la mutualisation, d'un salarié, ou d'un groupement d'employeurs. En fait, les différentes formes qui permettent aussi, de conforter, l'entreprise avec un besoin, par exemple, nécessaire en termes de matériel. Mmh. Voilà, et on va être aussi vigilant sur, le cheptel, tant sur, la production que sur le nombre, pour, vérifier que le projet, tient la route. Est-ce qu'il y a on avait préparé un peu une séance de questions-réponses, mais est-ce qu'on a, voilà, des techniciens ou des élus, hein, comme vous voulez, qui ont envie de nous faire part de choses existantes sur leur territoire? Pas de questions? Pas de questions. Hop, on passe à la S'il n'y a pas de messa? questions, on laisse la parole à Patricia directement. Patricia, tu me dis quand tu veux que Oui, j'avance, hein. oui. Bonjour à tous et tous. Je suis Patricia Martin, conseillère en prévention à la Mutualité sociale agricole au sein du service santé sécurité au travail. Je vais vous présenter donc une action qui a été qui est menée sur la transmission d'exploitation, une histoire d'hommes et de femmes, parce que la MSA aussi a voulu mettre l'accent sur ce sujet pour répondre à un enjeu donc majeur de renouvellement des générations. Alors, pourquoi la MSA met l'accent sur ce sujet? Eh ben, comme vous a dit Blandine et Estelle, près de 30% hein, des chefs d'exploitation de notre région ont 60 ans, et donc ça rend le sujet d'autant plus important. D'autre part, on s'est fait aussi un constat, c'est que on parle de transmission. Quand on parle de transmission, on parle d'actions juridiques, financières, mais toute la dimension humaine, on a vu qu'elle n'était pas forcément abordée dans ce sujet-là. Or, on voit à travers même les témoignages de Monsieur Pett et de Madame Lemarié que, bah, effectivement, c'est un processus qui est complexe, multifactoriel, hein, et qui peut conduire des fois à des situations de mal-être, des situations d'épuisement professionnel. Et donc, c'est pour ça que c'était un sujet d'autant plus intéressant. Et donc, la MSA a voulu mobiliser en fait ces deux services qui sont complémentaires, le service de santé sécurité au travail, dont la mission est plus ciblé sur tout ce qui est travail, et le service action sanitaire et sociale qui est lui plus ciblé sur la partie sociale d'une exploitation ou d'un adhérent. Et ça pour donc mettre en place un accompagnement complet et inédit. Alors en quoi ça consiste cette action? Blandine, si tu veux bien passer la diapo, s'il te plaît. Hop, c'est bon. Voilà, ça consiste en fait en une journée
Une journée, sur une journée, elle se compose en fait donc de deux types d'interventions. Le matin, il y a deux conférences qui sont animées par deux professionnels, dont une psychologue clinicienne et une coach professionnelle certifiée. Les objectifs de ces deux interventions sont d'aborder les questions personnelles qui peuvent être difficiles lors d'une transmission, à savoir transmettre, hériter, donner ou quitter, mais à quel prix, et aussi leur fournir des outils pour aborder ces situations en famille, et aussi pour les aider à gérer le stress et le stress au changement. Donc c'est une table ronde, à nouveau avec les deux professionnels du matin, plus des professionnels de la MSA. Et là, on est plus dans la réponse à des questions qui émergeraient en fait de la matinée. Et donc, on est à disposition des participants pour répondre à leurs interrogations. Et on leur présente de fait, dans la continuité, les dispositifs qui existent en MSA dans le cadre de la prévention du mal-être agricole. Dans cette journée-là, le déjeuner est offert par la MSA et ça permet aussi de favoriser les échanges informels et la confiance avec les participants. Si tu veux bien passer. Oui. Voilà. Donc, l'an passé, nous avions déjà programmé et réalisé 2 actions sur la Seine-et-Marne. Et au vu du succès de ces actions-là, nous avons décidé donc de relayer cette action-là sur d'autres départements. Et donc, la première action qui a lieu est organisée sur Coulommiers dans le 77 Nord. Ensuite, il y a au mois de décembre, celle-ci c'est le 24 novembre. Au mois de décembre, le 1er décembre, l'action est organisée sur les Mureaux. Et le 2 décembre, donc une seconde est organisée sur le 91. Sur le même principe, le même programme. Est-ce que tu peux passer? Voilà. Et donc, là, ça me permet d'aborder avec vous, de vous présenter les dispositifs qui sont mis en place par la Mutualité sociale agricole dans le cadre de la prévention du mal-être agricole. D'abord, il y a des dispositifs nationaux qui existent, notamment Agri-Écoute. Donc, c'est un numéro de téléphone qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est anonyme. Au bout du fil, la personne a des spécialistes, des psychologues cliniciens au bout du fil, et ils ont possibilité, alors c'est anonyme les appels, mais il y a possibilité éventuellement, si la personne le souhaite, de lever l'anonymat et de faire le lien avec la cellule mal-être de la MSA Île-de-France. En parallèle, il y a un site qui s'appelle agriécoute.fr qui permet, si la personne ne souhaite pas appeler, d'aller chatter et de poser la question via ce chat et de poser sa question et de converser, d'avoir une conversation par chat avec un clinicien, et ça en direct. Et s'il y a vraiment urgence, il faut savoir qu'il existe donc le numéro 3114, qui est un numéro national, qui est un numéro de la prévention du suicide, qui est de même accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est gratuit sur toute la France. Blandine? Oui. Hop là. Voilà. Parallèlement à ces dispositifs nationaux, nous, en interne, nous avons des dispositifs locaux, donc MSA Île-de-France. Donc, nous proposons via notre service Action sanitaire et sociale sur évaluation sociale d'un travailleur social des aides. Alors, ça peut être des aides en matière d'accès aux soins, type frais médicaux, consultations psychologiques. Ça peut être des aides à domicile pour les familles, pour des personnes handicapées ou fragiles, et des aides au retour à domicile après hospitalisation, ou ça peut être des aides exceptionnelles
au vu de la situation de la famille ou de l'adhérent. Nous avons également un dispositif qui se nomme Répit. Alors, c'est sans condition de ressources avec évaluation sociale. Donc, ça sera avec un travailleur social. Ce dispositif Répit propose en fait à l'exploitant ou à la famille de pouvoir partir en vacances, propose des séjours répit, des temps de loisirs aussi. C'est aussi des propositions aussi de prise en charge des consultations psychologiques ou des séances de sophrologie. Ça peut être aussi de suivre des programmes type Avenir en Soi ou Parcours Confiance. Et aussi pour des exploitants, ça peut être aussi une aide au remplacement qui peut aller de 7 à 17 jours. C'est-à-dire qu'en fait, l'exploitant, il peut s'extraire de sa situation et pendant ce temps, il peut être remplacé, soit en faisant appel au service de remplacement, soit s'il connaît une personne, il peut être pris en charge. Donc, le temps peut être pris en charge. Pour cela, la personne, en fait, peut contacter directement le service social, soit via son espace particulier ou sinon par notre plateforme téléphonique. Ensuite, toujours au niveau local, donc il existe une cellule mal-être qui donc est gérée par donc la responsable du mal-être agricole, Nathalie Jauvin. C'est une cellule en fait qui permet en fait d'apporter une écoute et d'analyser des situations et d'orienter la personne qui est en difficulté. C'est une cellule qui se réunit une fois par mois. Elle est constituée de plusieurs professionnels justement pour analyser la situation et voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour accompagner la personne. En parallèle de ce dispositif-là, il y a un réseau Sentinelle qui est en cours de développement au sein de la MSA Île-de-France. En fait, vous pouvez devenir sentinelle. Il y a une formation qui est mise en place. Il faut savoir que c'est un sentinelle, son rôle, sa mission, c'est surtout de repérer, d'écouter et d'orienter en fait une situation. Blandine. Voilà. Donc ça, c'était le service action sanitaire et sociale. Et au niveau du service santé sécurité au travail, qui est constitué de médecins du travail, d'infirmières de santé sécurité au travail et de conseillers en prévention, nous proposons des dispositifs techniques et financiers. Alors, dans le cadre, par exemple, suite à une action transmission, on peut proposer à un participant, si il en exprime évidemment, s'il en fait la demande, on peut l'accompagner dans un coaching professionnel. Donc c'est pour donc des actifs agricoles il peut être salarié ou non salarié. Ce coaching-là, la prise en charge peut aller jusqu'à donc 3 000 € et c'est pris en charge à 100%. Le principe, c'est que la personne rentre en contact avec donc un coach professionnel. Elle engage les dépenses et nous, une fois qu'elle a réglé l'accompagnement, elle nous retourne les factures et nous, on lui reverse en fait les factures la somme des factures acquittées. D'autres aides simplifiées qui ne sont pas forcément liées au mal-être, mais plutôt à la prévention des risques professionnels. Ça s'adresse à toute entreprise de moins de 10 salariés. Et tout à l'heure, on parlait de cédants et de repreneurs. Souvent, on parle de coûts. Et acheter du matériel quand on démarre, ce n'est pas évident. Et là, donc nous, au niveau de la santé sécurité au travail, on peut proposer des aides simplifiées donc aux entreprises de moins de 10 salariés ou 100 salariés. Le montant, c'est 50% du montant hors taxe jusqu'à une hauteur de 3 000 €. C'est tous les 5 ans et il ne faut pas avoir eu d'aide supérieure à 250 € de la part de la santé sécurité au travail. Pour bénéficier de ces aides simplifiées, il faut être adhérent à la MSA, enfin affilié à la MSA, avoir réalisé son document unique, DURP, c'est document unique d'évaluation des risques, être à jour des cotisations de la MSA, et si on est nouveau installé, avoir réglé la première cotisation sur l'année en cours.
Là, je vous ai mis des exemples de financement. Par exemple, on a financé un banc de désherbage. On a financé aussi un valet de ferme sur la seconde image. Et sur la troisième, c'est un outil dans le maraîchage qui a aidé à prévenir les risques de troubles musculo-squelettiques. Voilà. Le service santé sécurité au travail, nous sommes 8 conseillers en prévention des risques professionnels. Nous sommes répartis par département, puisque l'Île-de-France est grande et il y a 8 départements. Donc là, je vous ai noté en fait pour chaque secteur en fait le nom du conseiller en prévention. Puisqu'en fait, la démarche, c'est de contacter le conseiller en prévention de son secteur, de le contacter et de lui expliquer donc son projet d'investissement ou son projet d'accompagnement et donc pour enclencher en fait l'accompagnement individualisé. Parfait. Voilà. Merci de votre écoute. Alors, est-ce que vous avez Merci. des questions? Sur le dispositif présenté, enfin les dispositifs présentés par Patricia, non, vous n'avez pas de questions sur l'accompagnement éventuellement des agriculteurs de votre territoire? Eh ben écoutez, juste pour une question qui a été posée peut-être au moment pendant que Patricia s'exprimait. Blandine, si tu peux peut-être compléter. Alors, c'était la question de Chloé Gallet du PNR Vexin. Une évaluation des actifs de la. Enfin, j'avais répondu, mais je pense qu'il aurait peut-être complété. Voilà, si on aiguille, comment est-ce qu'on aiguille le porteur de projet sur la viabilité de la reprise quand on envisage une reprise? Eh ben, en fait, c'est là où, donc, alors, je dirais qu'il y a plusieurs champs possibles. La première, c'est est-ce que le porteur de projet, il va reprendre en l'état? Il va reprendre par rapport aux données comptables. Est-ce que la ferme, elle fonctionne? Par rapport à ses projets, est-ce qu'il veut intégrer, par exemple, de la diversification? Donc, en fait, on va mettre en corrélation, la ferme en l'état et le projet le projet du porteur de projet. Tout en sachant que, par exemple, nous, notre rôle, c'est aussi d'avertir. Par exemple, on a énormément de jeunes et qui arrivent en agriculture, qui sont très motivés, qui ont trouvé du foncier, qui veulent s'installer la première année et tout faire d'un coup. Ils veulent à la fois s'installer, développer la diversification sur la ferme, reprendre une ferme qu'ils ne connaissent pas. Et donc, là aussi, la chambre d'agriculture, elle accompagne sur tout ce qui va être volet diversification et l'objectif, c'est de développer ce deuxième volet, donc tout ce qui va être diversification, ateliers complémentaires, par exemple, la deuxième et la troisième année. L'objectif, c'est de pouvoir, étendre sur l'installation et permettre une installation, puisque déjà une installation, c'est déjà, très mouvementé, comme l'a dit, Justine. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir, faciliter, l'installation du porteur de projet. Ensuite, sur le diagnostic, alors, il va y avoir tout le volet, économique. Est-ce que la ferme, bah, voilà, est-ce on reprend les mêmes données? Puisque si on a l'historique de la ferme avec un bilan comptable, et les immobilisations, le matériel, comment fonctionne, la ferme et est-ce que le porteur de projet a envie de la reprendre et sa reprenabilité, en l'état? Et tant sur le plan, financier que sur le plan technique, hein. Si, par exemple, un porteur de projet reprend 25 hectares et qu'en fait, il va en utiliser, bah, il aimerait plutôt en garder 10, spécialement pour, du maraîchage et un petit peu d'horticulture, est-ce que le cédant peut, trouver un autre repreneur? En fait, il y a plein de possibilités, mais ça dépend vraiment de la corrélation et simplement la corrélation entre les 2 individus, donc que ça soit le porteur de projet ou l'agriculteur qui veut partir à la retraite.
Et la chambre, elle est tout à fait, voilà, elle est tout à fait, disponible pour, accompagner tant sur ce volet, installation-transmission ou même les 2. C'est-à-dire qu'on peut réaliser, à la fois, un bilan, sur le point accueil-transmission avec, un échange sur, l'installation. Comment, coïncider les 2 et faciliter les démarches pour que ça soit plus facile pour l'un et pour l'autre. Mmh. Voilà, notre rôle, c'est vraiment de la chambre d'agriculture, c'est pas seulement un rôle administratif, son rôle, c'est vraiment de faire l'intermédiaire entre, les pouvoirs publics et les agriculteurs et donc nous, à ce niveau-là, c'est, quand on peut simplifier les choses, on essaye, au maximum de pouvoir, rendre les documents, plus pédagogiques et accompagner les agriculteurs dans leurs démarches. Monsieur Pett, madame le marié, n'hésitez pas à nous compléter aussi. Enfin, je veux dire, c'est vrai que vous êtes, super discret, mais on prend volontiers, vous êtes passé par le dispositif, donc n'hésitez pas. Voilà, on prend ta question, Lorraine, ensuite. Ce que je voudrais dire, c'est que ça paraît simple, hein, comme ça, de dire il y a des exploitations, il y a des jeunes qui sont prêts à reprendre, il y a qu'à. Sauf que il y a quand même un enjeu à la fois pour le cédant, hein. Je vais prendre notre cas avec mon épouse, on était installés tous les deux sur l'exploitation. On a travaillé pendant 40 ans à développer l'exploitation. On a à peu près investi tout ce qu'on gagnait sur l'exploitation. À la sortie, il est évident qu'on a à cœur de valoriser l'exploitation au prix qu'elle vaut et ça fait partie des vraies difficultés. La terre, même si on n'achète pas la terre, elle a un prix, elle a quand même, et les actifs sont là. Le fait de dire on prend une exploitation, on la coupe en petits morceaux, on installe 5 personnes, c'est formidable sur le papier, mais on se retrouve à la fin avec 5 personnes qui sont des sous-smicards et qui travaillent pour pas gagner leur vie. Il faut quand même se méfier de rester, alors Blandine le disait, hein, mais de rester dans des considérations économiques. L'installation, c'est vrai qu'il disparaît beaucoup d'agriculteurs, mais le besoin pour chaque agriculteur de dégager un revenu demande aujourd'hui des exploitations de plus grande taille. Moi, mes grands-parents, ils étaient installés sur 48 hectares. Mes parents, ils en avaient 100, puis 120, et moi, j'en avais 240. Et avec 240 hectares, on n'était pas richissime. Donc, j'imagine que si on avait coupé notre exploitation en 4 pour faire 4 exploitations, ça n'aurait pas fonctionné non plus, quoi. Donc, il y a quand même ce vrai risque à vouloir installer beaucoup de gens. Il faut quand même avant tout installer des agriculteurs qui vont vivre de leur métier. Merci, monsieur Pett. Madame le marié, vous avez un truc à ajouter ou c'est bon de votre côté? Non, après, j'ai confirmé ce que dit monsieur Pett parce que, effectivement, moi, aujourd'hui, je suis sur 80 hectares et je suis double actif à côté et aujourd'hui, malgré ma double activité, je cherche quand même des diversifications sur mon exploitation. Donc c'est vrai que les petites exploitations, je pense pas qu'à l'avenir, économiquement, ce soit viable et il faut que tout le monde puisse vivre de son métier et convenablement. Parce que malgré tout, à côté, il faut qu'on puisse, se nourrir. On part aussi en vacances, on a aussi des activités autres que la ferme. Surtout, je pense à la jeune génération et c'est à prendre en compte. Merci beaucoup. Lorraine, je te laisse Oui, merci intervenir. beaucoup. Merci pour les présentations et les témoignages. Alors, je suis désolée s'il y a des choses qui ont été dites, mais moi, c'était pour bien comprendre par rapport à la présentation de la MSA et ce qui a été présenté avant. Comment s'articulent en fait les différents dispositifs à l'échelle régionale entre chambres, conseil régional et MSA? C'était ma première question et ensuite je me demandais, par rapport aux réseaux nationaux, donc notamment Chambre d'agriculture France, étant donné que c'est un phénomène, national, comment, voilà, se positionne le réseau? Est-ce que,
vous avez des retours d'expérience aussi d'autres régions sur les dispositifs d'aide à l'installation-transmission. Merci pour vos réponses. Je peux commencer pour les questions. Puis Patricia, tu me diras, tu me diras si Oui. tu veux compléter. Oui. Donc nous, on travaille en fait, d'ailleurs, on échange avec la MSA. On a plusieurs interlocuteurs, tout dépend la question, mais on est amené à travailler régulièrement. L'objectif, c'est de sensibiliser un maximum d'agriculteurs, que ce soit sur la cellule Réagir, que ce soit sur le réseau Sentinelle, que ce soit sur le devoir d'information sur le terrain, que ce soit sur les réunions d'information-transmission ou bien les journées où on peut parler sur le volet social en transmission. On fait le relais chacun sur les événements de l'autre. Et donc, nous, par exemple, on a tendance à prévenir l'ensemble des cédants rencontrés l'année sur les initiatives que mène la MSA. Et la MSA fait la même chose avec les événements de la Chambre d'agriculture. On mène ensemble des événements communs. Par exemple, on a lancé un guide transmission. Et on essaye de communiquer et de participer à un maximum d'événements ensemble. Et donc, voilà, ce webinaire, il montre aussi comment on peut articuler aussi auprès des pouvoirs publics ou des institutions ou des collectivités notre articulation et renforcer aussi notre présence sur le terrain à deux voix. Et pour la deuxième question, donc sur le phénomène national avec le dispositif installation-transmission, alors on travaille en réseau, c'est que tous les mois, on a la possibilité de discuter avec nos interlocuteurs qui sont à peu près dans les mêmes métiers que nous. Et donc, on n'a pas forcément les mêmes difficultés. C'est-à-dire que, par exemple, on n'aura pas forcément les mêmes difficultés en Gironde ou dans la Creuse sur les installations, puisque là, il y a beaucoup de terres, mais peu de porteurs de projets. Et par contre, on a aussi ce volet-là. On peut avoir ce public qui veut absolument s'installer ou qui s'installe sans une viabilité économique. On a aussi ce problème de transmission avec la transmission, ça peut aussi paraître comme tabou, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui relève aussi de l'intimité. C'est un projet un projet de toute une vie, hein. Un agriculteur, c'est une entreprise qui vit, qui bouge. Et donc, une personne qui est restée plus de 50 ans sur son exploitation, voilà, le temps de faire, au-delà des démarches, il y a tout un aspect psychologique dont on a travaillé avec la MSA, qui a été relevé. Et donc, il y a plein d'actions qui sont menées avec les chambres d'agriculture sur la communication en transmission, le bien-être à la ferme et les outils sur, par exemple, comment transmettre, comment en parler, tous les leviers de communication pour favoriser l'échange et au-delà, transmettre sereinement. Parce qu'on parle aussi d'une installation, quand on parle d'installation, il faut que l'installation elle puisse se faire dans des conditions favorables. Dans un climat aussi, dans un climat qui soit avec déjà l'ensemble des démarches administratives à réaliser, mais également toute la montée en compétences techniques et la transmission du savoir. Voilà, ça peut prendre aussi, ça peut prendre un peu plus de temps. Et je confirme, hein, les actions qu'on fait en MSA sont complémentaires avec la Chambre, hein. On a réalisé effectivement avec Blandine un certain nombre d'actions, toujours en partenariat, et je pense que c'est important qu'il y ait ce partenariat-là, puisqu'en fait, ça donne le regard, deux regards différents et complémentaires sur cette thématique et bien d'autres aussi, mais c'est important. Et je Merci. pense que c'est vraiment des leviers d'action pour permettre d'informer, de sensibiliser et de pouvoir vraiment montrer qu'on est présent sur le territoire. Exactement, oui. Et je pense que c'est intéressant comme un peu comme on approche quand même de la conclusion de ce webinaire et c'est intéressant voilà de mettre l'accent sur la question du partenariat et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on a tenu à présenter un petit peu ce réseau d'acteurs, de partenaires et le travail qui est fait avec les cédants, avec les repreneurs pour favoriser justement une transmission des exploitations agricoles, une pérennisation de l'activité agricole sur notre territoire. Voilà. Et je pense que aujourd'hui, on a des collectivités quand même qui s'intéressent à ce sujet, qui sont désireuses en tout cas d'apporter leur pierre à l'édifice
ou de proposer des projets. Voilà. Et l'objectif aujourd'hui, c'était d'offrir voilà, une première, vraiment une compréhension aussi de ce qui existe déjà en termes de dispositifs, de comment ça fonctionne aujourd'hui, de quels sont les freins sur l'installation, sur la transmission, et de proposer effectivement de développer des synergies entre les disponibilités, les compétences aussi qu'ont les collectivités et pour nous, on n'appelle pas ça des compétences, mais les missions du coup de la MSA, de la Chambre, de la SAFER et autres partenaires. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Anne-Sophie. Je ne sais pas si elle est là. Il y a Claire aussi qui a posé une question. Désolée, peut-être que j'ai loupé aussi un truc, j'ai peut-être pas été attentive et du coup ça. Mais ma question, c'était plutôt sur le rôle concret des collectivités, en dehors d'orienter les porteurs de projets ou vers les acteurs qui existent. Voilà, si vous voyez des choses, ou peut-être, je ne sais pas si ça va jusque-là, mais vous aviez des attentes ou des souhaits, en tout cas, d'action des collectivités sur le sujet, ou peut-être que ce qui existe déjà est largement suffisant et du coup, la question ne se pose pas. Alors, nous, on est toujours preneurs déjà de la bonne volonté, parce que je pense qu'on a pu le voir, il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent dans une installation, une transmission, une cession d'entreprise. Dans la fiche que je vous ai fait circuler, qu'on a présentée rapidement, mais avec le pôle installation-transmission, on a quand même préfléché déjà des propositions d'accompagnement, d'action. Donc, c'est le schéma qui est au verso de la fiche pour ceux qui l'ont ouverte. Je peux la projeter éventuellement, Blandine, si ça te dérange pas. Je vais partager mon écran. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est le verso de la fiche. Donc, on avait proposé la présentation du dispositif installation-transmission, donc avec les personas de Thierry et de Louise. Et on avait aussi le persona de Loïc, qui, lui, a effectivement été un agent ou un élu d'une collectivité. Donc, il y avait la partie identification, effectivement, relais d'information, qui est primordiale. Il y a aussi la partie soutien à l'installation. Donc, on l'a vu aujourd'hui, il y a quand même un gros frein sur la question financière. Donc, les questions justement d'accompagnement via un système de prêt ou de subvention pour les territoires où il y a du foncier éventuellement agricole qui peut être transmis. Il y a aussi toute la question économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de faire de diversification. Donc, il y a la diversification avec l'ouverture notamment sur des produits transformés à la ferme ou transformés à façon dans des ateliers à proximité. L'accompagner justement la création de débouchés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de résilience alimentaire, on parle de circuits courts. Un agriculteur a déjà beaucoup de casquettes sur la production, sur le suivi administratif de son exploitation. Le volet sur la vente ou sur la création de débouchés, que ce soit par les restaurations collectives, par l'encouragement aussi, si vous avez des entreprises sur votre territoire, à aller chercher leur production locale, parce qu'elles sont aussi concernées par Egalim. Maintenant, les restaurants d'entreprise, voilà, la création de débouchés locaux stables avec un engagement. Madame le Marie, tout à l'heure, expliquait qu'il fallait 3 ans minimum pour commencer à se dégager un revenu. Quand on sème, quand on plante ou quand on élève une bête, derrière, on lance des cycles et on a besoin d'un engagement sur la durée sur le débouché. Voilà, on a vu ça au moment du Covid, avec des maraîchers qui s'étaient fortement développés pour pouvoir répondre à une demande et qui, en fait, du jour au lendemain, ont vu leur vente s'effondrer. Voilà, avec des associations, des AMAP aujourd'hui, qui ne sont pas forcément revenus à des volumes de vente qui étaient près de ce pré-Covid. Donc ça a explosé pendant le Covid, c'est redescendu, c'est pas toujours remonté au même niveau qu'avant Covid. Donc il y a vraiment, alors les collectivités vont pas forcer les consommateurs locaux à aller chercher des produits locaux, mais il y a quand même tout un encouragement via de la communication, via des actions à mettre en place qui peuvent être réfléchies. Ça peut être faciliter aussi la création d'un point de vente ou de casier sur sa collectivité, quand c'est pertinent, encore une fois. Voilà. Après, il y a le volet foncier. On en a rapidement parlé tout à l'heure, mais la question du PLU, PLUI,
on parle diversification, c'est toujours pareil, ça demande souvent la création de bâtiments. Ça peut être même simplement, si vous voulez favoriser l'installation de maraîchage sur votre territoire, ça veut dire effectivement des serres, des tunnels. Donc voilà, s'assurer qu'au niveau foncier, on puisse faciliter l'installation des des projets agricoles, que ce soit de l'élevage, du stockage, des bâtiments d'élevage, de stockage, ou effectivement la partie serre. Et après, il y a il y a des questions tout à fait basiques, hein. Parfois, c'est intéressant pour nous. On a 19 antennes, nous, sur la région Île-de-France, mais qui nous permettent d'être au plus proche des différents producteurs et éleveurs qu'on veut rencontrer. Mais parfois, c'est aussi intéressant pour nous d'avoir accès à des salles. Donc, on demande aussi l'aide des mairies de nous mettre à disposition une salle. Ça peut être pour des rendez-vous en tête-à-tête, juste avec le cédant, ou en tout cas les cédants s'il y en a plusieurs. Ça peut aussi être des réunions sur les questions de transmission où on va réunir 4-5 personnes. Voilà. Et après, s'il y a du foncier disponible, du foncier agricole, nous, on propose aussi à la collectivité de l'accompagner. On l'a déjà fait avec plusieurs collectivités. Donc, déjà pour réaliser une étude de faisabilité, parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, on les a un petit peu abordés tout à l'heure, mais à ajouter quand on est en zone périurbaine, la question de la pollution des sols, la question aussi du voisinage, qui peut parfois être un frein, parce que particulièrement les projets des collectivités en général sur les zones à proximité en périurbanité, ça va être beaucoup du maraîchage. Et dès qu'on est sur des produits à forte valeur ajoutée et qu'on a une proximité avec des zones d'habitation, on a des risques notamment de chapardage. Voilà. Donc en fait, dans l'étude de faisabilité, on essaye de prendre toutes ces questions en compte. Voilà. Et après, l'objectif aussi, c'est si vous avez du foncier à mettre à disposition, potentiellement, soit effectivement le céder à un agriculteur, soit le mettre à disposition via un bail. Et ça va être la SAFER aussi qui va accompagner sur ce dispositif, bien sûr. Mais voilà, nous, on vous propose déjà de vous accompagner sur l'étude de faisabilité et éventuellement sur la sélection du porteur de projet. Voilà. Il y avait une main levée tout à l'heure, oui, Madame Martinet. Oui, merci. Claire Martinet, moi je travaille à Saint-Quentin en Yvelines. Aujourd'hui, on n'est pas sollicité forcément sur des projets de transmission au sein de l'agglo, mais on travaille aujourd'hui sur des projets d'installation. Est-ce que c'est vous directement, toutes les deux à la Chambre d'agriculture, que je dois contacter pour travailler un peu plus amont, enfin de manière un peu plus approfondie sur le projet? Parce que pour l'instant, on a été en contact avec Madame Chancel et avec Marwan. Oui. Mais voilà, là, si on veut rentrer plus finement sur le projet, sur les porteurs de projets potentiellement intéressés pour un projet à échéance 3 ans, on va dire, est-ce que je vous contacte et comment on a vos coordonnées directes? Alors, Madame François, je vois que je les ai pour le lien de connexion, mais voilà, j'imagine que c'est toutes les adresses qui sont rédigées à peu près pareilles. On a effectivement tous la même logique d'adresse, c'est sûr. Maintenant, nous, comment on fonctionne pour le pôle collectivité, on est vraiment le lien entre la Chambre d'agriculture et les collectivités communes EPCI. Donc, si vous avez effectivement des projets, n'hésitez pas à vous rapprocher de Marwan ou de Madame Chancel, vous leur faites un petit mail. Et, ils sont au courant, hein. Ah d'accord, ils n'ont pas encore eu le temps de me le remonter. Voilà, parce qu'on a fait une réunion il y a fin septembre sur le projet. Donc, Okay. Mais c'est vrai que pour l'instant, sur le point accueil installation, j'ai que l'adresse générique et j'ai jamais réussi à rentrer en contact humainement avec quelqu'un. Donc, d'accord. Mais du coup, vous souhaitez... alors, je n'ai pas du tout la notion de votre projet, mais si vous voulez, on en reparle Oui. on en reparle Enfin, voilà, j'ai vos coordonnées, je vais voir avec Marwan et avec Françoise aussi. C'est ça, voilà, pour reboucler, pour être sûr qu'on puisse prendre nous bien tous les paramètres en compte dans ce projet. Super, merci, pas de souci. Merci. De rien. Merci pour votre participation à tous. Je vois qu'il est 15h34, qu'il n'y a plus de main levée. Merci en tout cas pour ces échanges, pour votre présence aussi, Monsieur Pett, Madame le marié. On a enregistré le webinaire. L'objectif, c'est de pouvoir le laisser en visionnable pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. Notre site est en cours de refonte, mais dès lors que j'ai compris comment le mettre en ligne, je vous ferai aussi parvenir le lien si vous souhaitez pouvoir le diffuser. Voilà. Et si à froid, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, la Chambre se tient à votre disposition. Tout à fait. Et on vous envoie les supports. Voilà. Pour ceux dont j'ai pas l'adresse mail, qui ne sont pas passés par le lien d'inscription, n'hésitez pas à me laisser votre mail dans la conversation, parce que sinon, je ne suis pas devin. Voilà.
Je vous remercie et je vous souhaite Merci une très bonne beaucoup. fin de journée.